Donc je vous disais que cette rencontre était l'avant-dernière rencontre de l'événement Badiou au cœur de Marseille, puisque demain, Alain Badiou sera l'invité du festival des Littorales, à 16h sur le bateau Le Don du Vent, où il sera invité à parler cette fois-ci de son œuvre littéraire. Bon, et j'en profite pour remercier justement les Littorales et tous nos partenaires, le GITIS évidemment, parce que vous le savez peut-être, en tout cas ceux qui ont assisté aux rencontres précédentes, cet événement est venu de l'initiative de 3 puis 5 personnes, et nous avons rapidement en fait convaincu des partenaires de s'engager dans le projet. Et je voulais notamment vous dire que j'ai vu que le Ravi, la Marseillaise et Zibline lançaient régulièrement des appels, et je pense que c'est important. Il y a eu un article, Alain Badiou a donné une interview au Ravi, une autre à la Marseillaise, Zibline nous a suivis. Je pense que c'est important qu'il continue à exister à Marseille un journal indépendant, et puis la Marseillaise, et puis Zibline, ce journal culturel. À remercier aussi, même s'ils ne sont pas là, le Tourski, puisqu'on y était, les variétés, où on a projeté le film de Sergueï Gaultier, ici, Souffle de vie, avec les ouvriers Extralib, Nestlé, enfin c'était très important comme moment, et puis on est allé aussi à la Busserie, et ça nous a vraiment donné cette impression qu'il était possible dans cette ville, comme on le disait ce matin, de travailler ensemble des gens très différents, des structures différentes. On a aussi été merveilleusement accueillis aux variétés. Et on voulait aussi évidemment vous remercier. Et Alain Badiou me confiait, je peux le dire, que c'était la première fois qu'il avait, comme ça, sur une concentration de temps, des rencontres sur des sujets aussi divers. Il trouvait ça assez singulier et très intéressant. Bien sûr, on espère qu'il va revenir. Ce soir, on vous propose une soirée qu'on a intitulée « Élever l'impuissance à l'impossible ». Alors il va y être question de Lacan, mais pas seulement. Pourquoi Lacan? Parce que c'était une manière d'entrer directement dans la philosophie d'Alain Badiou. Pensez à rallumer vos portables tout à l'heure. Alain Badiou, vous avez d'ailleurs mis cette formule, élever l'impuissance à l'impossible, au début de votre premier grand volume de votre trilogie, L'être et l'événement. Et puis vous dites que vous avez eu avec Lacan des rapports un peu contrastés. Vous dites même que vous avez finalement avec que l'anti-philosophe Lacan, puisque c'est ce que vous dites, l'anti-philosophe Lacan est en même temps le point à partir duquel a pu se continuer la philosophie, ce qui n'est quand même pas rien. Avant que... Alors là, c'était juste pour vous exposer pourquoi ce thème, mais vous verrez quand même très vite, je pense par vous-même, comment est-ce qu'on peut faire des développements à la fois politiques, enfin très très nombreux de cette idée. Mais avec Hervé Castanet, qui est ici présent et que je vais vous présenter, nous entrerons aussi au cœur de la question de Lacan. Donc Hervé Castanet est membre de l'école de la cause freudienne, il est psychanalyste lacanien à Marseille. Il est également le fondateur d'une revue qui s'appelle Il Particolare, qui est une revue critique, une revue d'art, qui s'intéresse aux poètes et aux plasticiens. Il est aussi, alors qui est actuellement co-dirigé par Françoise Santon, qui en est la secrétaire de rédaction, et il est aussi le fondateur de l'ECPT, c'est ça J'ai toujours des problèmes avec les sigles. Alors, le Centre psychanalytique de consultation et de traitement. Voilà. Bon, si vous avez l'occasion, vous en direz deux mots, parce que je trouve que c'est assez important. Et il est lui-même auteur. Et alors, ce que vous avez en commun, j'avais envie de commencer par ça, parce qu'en même temps, quand on participe à un événement comme celui-ci, je pense qu'il faut avoir des raisons aussi très très profondes d'engagement pour le faire. Et en réfléchissant au fur et à mesure des rencontres, je me suis dit que, au fond, c'était pas anodin, parce que j'ai proposé qu'à la fin, là vous allez un peu interviewer Alain Badiou, Hervé Castanet, mais j'ai proposé qu'à la fin, il y ait un dialogue entre vous deux, que je vais essayer d'initier, et je me disais que c'était pas tout à fait anodin que ce soit un poète et une femme qui le proposent, et donc ça, je l'éclairerai un peu pour finir. Et vous avez en commun justement ce goût très fort pour la poésie,
vous vous êtes intéressé à Mallarmé, mais même pour ce qui est de la poésie contemporaine, par exemple, Il Particolare a consacré un numéro à Philippe Becq, vous avez participé au colloque de Cerisy, vous avez écrit plusieurs fois sur Philippe Becq, vous avez fait un cahier Christian Prigent, vous écrivez beaucoup sur Klossowski, vous avez aussi en commun, et ça c'est aussi très intéressant d'avoir écrit sur Jean Genet, en particulier votre texte donc dans Homo analysant, et sur Genet, enfin, est un texte que je trouve tout à fait remarquable et très très intéressant. Vous avez publié, alors évidemment, comme cette fois-ci je n'ai pas oublié mes lunettes, mais je n'ai pas pris les livres, vous allez avoir la gentillesse de dire le titre exact de votre livre, Sublimation, la sublimation. Il y a un sous-titre ensuite. L'artiste et le psychanalyste. Donc, ce dialogue autour de la poésie, hein, qui est un dialogue quand même. Enfin, cet intérêt que vous avez pour la poésie m'a amené à une réflexion parce qu'aujourd'hui, là je vais reprendre mon petit papier, parce que je crois que ça c'est... Vous avez écrit, Alain Badiou, quand vous êtes au pied du mur de l'impossible, c'est comme le latiniste Marx aimait le dire, hic brodus, hic salta. C'est ici qu'il faut sauter dans le réel. Autrement dit, il n'y a plus que l'acte qui puisse vous attester comme sujet. Et là, vous avez approfondi une pensée comme le fait Lacan, qui est une pensée de Kierkegaard, qui dit que si on arrive à acculer un homme jusqu'au point où il ne peut que choisir, d'une certaine façon, là, on peut dire qu'il y a cet acte où l'on est attesté comme sujet. Et moi, je me suis interrogée sur l'acte analytique, que je ne connais pas, mais étant, je peux vous le dire là, parce que je ne veux pas du tout faire avoir l'air d'être justement dans l'imposture, hein. Je ne suis ni analysé, ni analysant, ni analyste, donc je n'en parle absolument à aucun titre, je ne vais d'ailleurs pas en parler. Mais je me suis interrogée sur l'acte analytique et je suis arrivée à cette conclusion, qui est sûrement une conclusion de poète, hein, qui est tout à fait provisoire et que je lance ici, puisque mercredi soir au Tourski, on disait que on avait mis comme thème, comme titre, que toute pensée était un coup de dé, à propos de Mallarmé, et je me disais que peut-être, par ce tranché décisif, dans une certaine forme de poésie, qui n'est peut-être pas la poésie narrative, ni la poésie élégiaque, mais que j'appellerais moins la poésie performative, qui, dans l'héritage des Russes et des objectivistes américains, n'a pas renoncé à transformer le monde et à le dire et à le toucher, et bien, par cet acte décisif de trancher, de déceler le sens du vrai, ou le vrai du sens, il y aurait effectivement quelque chose comme la possibilité d'une éruption du réel, d'une touchée du réel, et que là, il y aurait véritablement un acte. Et en discutant avec Alain Badiou tout à l'heure, il me disait oui, mais finalement, je dirais presque la même chose de la philosophie. Alors j'avais envie de vous inviter à parler, à partir de cette petite incise poétique, sur mais qu'est-ce que ce serait effectivement, est-ce qu'on pourrait se permettre de dire que quelque chose quand même serait commun à la philosophie et à la psychanalyse, pas comme pratique, hein, mais comme pensée, en tout cas comme dans l'idée qu'on pourrait à ce moment-là éclairer autrement cette question du réel. La question de l'existence même d'un acte philosophique est une question difficile, même pour moi-même, parce que j'ai toujours soutenu que, à la différence justement de la poésie, de la science, de la politique, et aussi de la psychanalyse, dans laquelle la notion d'acte est centrale, la philosophie était plus décalée, plus incertaine, et que on ne pouvait pas l'identifier comme une productrice d'accès au réel au même titre que ses propres conditions. Alors, je répondrai de manière un peu ambiguë. Je dirais, il est certain que dans la tradition philosophique, il y a malgré tout une vocation à, je dirais, déplacer les sujets auxquels on s'adresse. Ça, ce serait une similitude, malgré tout. J'ai toujours été très frappé par un passage du séminaire numéro 1 de Lacan,
dans lequel il se demande si à la fin de la cure, c'est une question qu'il pose, il n'y répond pas, si à la fin de la cure analytique, ou au-delà de la cure analytique, il ne faudrait pas, dit-il, engager de longs dialogues sur la justice et le courage, dans le sens antique. Alors, effectivement, cette perspective d'une conjonction philosophique avec la psychanalyse, et au-delà de la psychanalyse, d'une certaine manière, après la psychanalyse, à propos de la justice et du courage, tournerait autour de ce que vous proposiez, c'est-à-dire autour d'une communauté d'intervention dialoguée avec le sujet quant à quoi? Quant à ce dont il est capable, finalement. Parce que justice et courage, j'ai proposé de dire que le courage, c'est ce qui est en dialectique avec l'angoisse, et que la justice, c'est ce qui est en dialectique avec le surmoi. Donc, d'une certaine manière, se débarrasser de la tyrannie du surmoi, c'est quelque chose qui a rapport à la justice, et se débarrasser ou aller au-delà de l'excès de réel qui signale l'angoisse, c'est trouver en soi-même la ressource du courage. Donc de ce point de vue-là, il y aurait un point de conjonction, il fait. Il y aurait un point de conjonction. Mais par ailleurs, tant de choses nous séparent. Tant de choses nous séparent dont nous allons parler, que pour l'instant, je réserverai ma conclusion. Alors, comme vous m'aviez donné l'autre fois le rôle d'amental, j'ai pris un malin plaisir à ce que vous commenciez une discussion à l'endroit précis de la séparation. Je commence à dialoguer. En fait, je n'ai pas prévu de commencer comme ça, mais pour faire lien avec ce que vous venez de dire, dans certains de vos textes, vous êtes très dur dans l'articulation entre philosophie et acte. Vous dites même que la philosophie est en retrait par rapport à l'acte parce que son amour de la vérité a le dernier mot. Alors évidemment, ça peut être dit dans la philosophie, vous démontrez, vous insistez, etc. Mais ça peut être dit tout aussi bien du point de vue de l'analyse elle-même. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans les cures un amour de la vérité tel que effectivement la possibilité de l'acte recule d'autant plus. Cet acte, ou à la différence de Florence, sans être ni analysant ni analyse, vous n'hésitez pas à en parler, à en donner des définitions très précises. Et même là où on témoigne s'il y a eu ou pas de l'acte, à savoir du dispositif de la passe inventé par Lacan. Vous n'hésitez pas, je crois que c'est ce qui permet, malgré les différences, la philosophie et la psychanalyse, quand même un dialogue extrêmement fructueux. Je vais vous le dire simplement, pour les analyses de notre génération, vos textes ont toujours été des textes de référence. Je vous le disais tout à l'heure que j'avais lu vos premiers textes sur Lacan dans les cahiers pour l'analyse, etc. Donc, l'acte et le fait même qu'on puisse se tenir en retrait ou l'éviter, ce n'est pas le propre de l'analyse. C'est pas le propre de la psy, c'est pas le propre de la philosophie. Ça se repère aussi dans la psychanalyse elle-même. Parce qu'au fond, la vérité, comme on l'entend, c'est quand même une passion dévorante, parce que c'est construire et faire advenir une vérité toute, une vérité qui en quelque sorte finirait par dire le vrai sur le vrai, une façon de dire il y aurait un autre de l'autre. Et Lacan, vous le savez évidemment, a beaucoup critiqué cette position. Vous insistez au fond, vous insistez que cette vérité-là, à partir du moment où on l'aime, on la fait consister comme autre de l'autre. Et donc c'est une impasse, parce qu'elle est infinie. Et même on voit au niveau clinique, très, très, très modestement, même si aujourd'hui la psychanalyse, je ne sais pas si vous vous en doutez, c'est extrêmement paupérisé intellectuellement.
Ça fait partie du monde, au fond. Et d'où l'intérêt de lire les textes sérieux, les textes de logique, puisque c'est par ce biais-là que vous l'abordez, que vous signez ou que d'autres peuvent interroger sur ce plan-là. C'est d'autant plus important aujourd'hui qu'on n'est plus dans les années 60, que la paupérisation de la pensée est générale, et qu'au fond, la psychanalyse est en position toujours extime par rapport à tout ça. Donc ce que je voulais dire et insister sur ce point, c'est qu'à partir du moment où nous avons une définition avec Lacan, vous citez souvent, de la vérité qui ne serait plus toute, et que vous n'auriez plus le binôme si intime que vous pointez entre la vérité et le sens dans la philosophie, et entre vérité et réel, ensuite il vous faut le troisième terme pour avoir votre triplé, le savoir, effectivement, on obtient autre chose que l'amour. Car l'amour de la vérité, c'est l'amour de la vérité toute. Et à partir du moment où effectivement on a une définition de la vérité qui au fond, première thèse, non seulement échoue à épuiser le réel, à le réduire à des signifiants, mais thèse 2, qu'est-ce que c'est une vérité qui inclut la question du réel? On a la définition lacanienne de la vérité comme midi. Je dis toujours la vérité, c'est comme ça que Lacan commence Télévision. Je ne la dis pas toute parce que matériellement, il voit toute son importance. Je pense surtout dans vos références philosophiques, le matériellement, c'est impossible, les mots y manquent. Je cite de mémoire. Et au fond, là, on a se bouger qu'à partir du moment où, au fond, chacun fait l'épreuve que la vérité, toute liée au sens, c'est une fiction du sens, ça change la donne. Puisqu'on est affronté à un mi-dire de la vérité, qui n'est pas, elle était cornée, il lui manquerait quelque chose, qui maintiendrait donc l'idée d'un tout, comme un sac de bonbons, il manquerait des bonbons dans le sac, mais on sait que virtuellement, il peut y avoir tous les bonbons nécessaires dans le sac, mais qu'au fond, il y a quelque chose qui fait que la vérité n'est pas toute. Et là, on retrouverait peut-être la femme et le poète. C'est-à-dire, du point du dire, vous insistez beaucoup là-dessus, du point de vue du dire, il y a quelque chose qui est toujours, au fond, non nommable, même par la série des dits. Je crois que ça, c'est le binôme que vous faites jouer. Après, je vous demande ce que vous en pensez. Quand vous faites jouer le binôme dire et dit, et que vous dites, et je crois que c'est, permettez-moi une remarque là, personnelle, au fond, vous ne cédez jamais sur la logique. C'est pour ça qu'au fond, on peut avoir un intérêt extrême à vous lire. Vous ne cédez pas, donc vous reprenez la définition lacanienne de l'éthique. Vous ne cédez pas, et pourquoi, me semble-t-il, vous ne cédez pas? Parce que vous consentez à ce que la suite des dits, y compris la bonne formulation, la bonne façon de les mettre en forme, la bonne formalisation, la formalisation juste, ça permet de démontrer le réel. Et que donc la vérité, comme tout éclate. Et ça, quand même, c'est un coup que vous donnez à la philosophie. Peut-être votre intérêt pour l'antiphilosophie, c'est d'interroger ce point où l'antiphilosophe essaye, au fond, de tordre le cou à la philosophie. C'est évidemment cette volonté de l'antiphilosophe de tordre le cou à la philosophie qui m'intéresse au premier chef, bien sûr. Dans la mesure où, après tout, je peux penser de prime abord qu'il s'agit de me tordre le cou. Donc, je suis immédiatement dans une position défensive, mais une position défensive qui consiste à ruser avec l'adversaire. En réalité, si je rebondis sur ce que vous dites, il y a plusieurs points qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est qu'il est très important dans mon dispositif philosophique d'évacuer la notion de totalité. C'est plus général que de dire que la vérité n'est pas toute. C'est d'une certaine manière en finir avec la catégorie de totalité elle-même, dont on sait qu'il existe une sorte de mathème de son inexistence, puisque on peut logiquement démontrer qu'il ne peut pas exister de multiplicité de toutes les multiplicités. Donc, comme il est possible de démontrer que le concept de multiplicité de toutes les multiplicités est inconsistant, on doit en conclure
en réalité, l'idée même d'une totalité de l'être, d'une totalité absolue, est une idée inconsistante et que ceci doit être évacué. Alors c'est un premier point de conjonction. Parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de totalité, il ne saurait y avoir non plus la vérité toute. Parce que la vérité toute, on le voit dans les grandes philosophies de la totalité, comme celle de Hegel, par exemple. La vérité toute, eh bien, c'est le déploiement immanent et conscient de soi de la totalité elle-même, de la totalité de l'être. Donc il est vrai qu'il y a ce premier pacte passé avec la psychanalyse, qui est qu'il faut détotaliser absolument la vérité, ce qui chez moi prend deux formes. Premièrement, la totalité comme telle doit être congédiée d'un point de vue logique. Donc en effet, je ne céderai pas sur ce point. Et deuxièmement, chez moi, ça va prendre la forme qu'il n'y a pas la vérité. Il y a toujours des vérités. Donc il y a une pluralisation intrinsèque de la vérité, un pluriel des vérités, qui fait que, évidemment, est ouverte la question de savoir s'il y a une pluralité des vérités, qu'est-ce qui cependant fait qu'on peut leur donner le nom de vérité? Qu'est-ce qu'elles ont en commun, cette pluralité de vérités, pour que le philosophe les nomme vérités, qu'elles puissent être nommées comme telles, dans le registre, encore une fois, qui ne permet pas de les raccorder, de les coller à une totalité. Alors c'est en ce point même que je définis la philosophie, dans son historicité la plus radicale, et que la philosophie, c'est au fond l'exercice qui consiste à remanier incessamment la définition de la vérité. Ce qui n'exige pas qu'elle soit toute, bien au contraire, mais qu'il y ait un repérage nominal, une identification possible de ce qu'on entend par une vérité. Et donc, je définis la philosophie non pas du tout par l'amour de la vérité, et je pense que sur ce point, la critique que la psychanalyse, à travers Lacan, fait de cette position d'amour comme étant en réalité nécessairement l'amour de la totalité, justement, comme étant de façon inéluctable l'amour de la totalité, est une critique tout à fait fondée, tout à fait juste, que j'assume également. Donc c'est pas du tout l'amour de la vérité, même si philosophie veut dire, comme on l'enseigne dans les écoles, amour de la sagesse, bon, et que la sagesse c'est peut-être la vérité, donc, mais c'est la tentative d'identifier, sous condition de l'existence des vérités, ce qui mérite ce nom, ce qui mérite d'être qualifié de vérité. Et de ce point de vue-là, je pense que de même qu'en psychanalyse, la vérité midite est le résultat d'un processus, c'est-à-dire n'est pas une révélation intuitive ou une relation à la totalité, mais se construit dans son dire comme mi-dire. De même, je pense que la philosophie a une histoire, parce que, en réalité, elle est toujours elle-même quelque chose comme un mi-dire de ce que c'est que la vérité, c'est-à-dire de ce que sont les vérités. C'est le mi-dire de l'identification de ce qui mérite le nom de vérité. Et dans tout cela, malgré tout, je suis, pour ma part, établi dans une sorte de complicité, disons-le comme ça, avec l'antiphilosophie psychanalytique, avec la psychanalyse en général. Non pas du tout parce que j'estimerais qu'il y a une rivalité entre les deux, ou qu'elles sont dans le même registre, mais parce que, à la question de la vérité pas toute, correspondrait la critique logique de la totalité et la pluralisation des vérités. Et parce que, au fait que la vérité d'un sujet ne lui est partiellement délivrée que dans la figure d'un processus, correspondrait chez moi l'historicité de la philosophie
comme recherche toujours ouverte et jamais close des différentes possibilités d'identification de ce que sont, dans leur être propre, les vérités inachèvables. Voilà. Donc c'était ça qui constitue, je pense, depuis l'origine, mon pacte avec la psychanalyse. Il y a la proposition d'un traité de paix entre philosophie et psychanalyse. Traité de paix qui doit être constamment renégocié. Vous savez que déjà Freud a des paroles assez dures sur la philosophie. Ce n'est pas seulement, d'accord, déjà Freud. Donc je suis ici entre deux adversaires potentiels bien connus de la philosophie. Les poètes, qui ont des propos très durs contre le philosophe, et le psychanalyste qui peut avoir aussi des propos très durs sur le philosophe. Mais en vérité, je suis un homme extraordinairement pacifique, contrairement à ma réputation. Et donc, j'ai, tout du long de mon entreprise philosophique, j'ai proposé, sur ces deux versants, en réalité, des négociations et des traités de paix. Du côté de la psychanalyse, j'en viens d'en donner un élément, je crois, tout à fait important, que vous avez vous-même d'ailleurs proposé, et que je ne fais que reprendre, à savoir, si l'obstacle, c'est que la philosophie est liée à la conception de la vérité comme totalité, non seulement je consens, mais j'organise la dissolution de ce lien, et donc je consonne avec l'idée que la vérité pas toute. Et du côté des poètes et de la poésie, je consens tout à fait à dire que la fonction langagière du poème détient un acte qui est aussi un acte d'ouverture ou d'accès au réel, de toucher du réel, et qu'en ce sens, à mes yeux, la poésie se laisse identifier comme une des procédures de vérité. Et donc, comme vous voyez, je signe une paix générale. Juste une dernière remarque à ce propos, puisqu'on était encore un peu à la poésie, c'est que justement votre séminaire, là, le séminaire qui est apparu sur Lacan, qui en vérité est un séminaire qui est assez ancien, hein, qui est apparu récemment, de 1994, que vous avez donné donc dans le cadre, parce que depuis 1966, en fait, une grande partie de votre enseignement, enfin, de votre philosophie se déploie en séminaire. Là, maintenant, vous enseignez à l'École nationale supérieure, et donc quand vous commencez ce séminaire sur Lacan, vous le commencez par la poésie. Ce qui pourrait surprendre, vous le commencez par l'étude d'un poème de Mallarmé, d'un poème de Valéry et du partage de midi de Claudel. Et cette vérité que tout on ne peut pas dire parce que les mots y manquent, hein, cette vérité midite, vous l'abordez par le minuit et le midi, du partage de midi et du minuit. Et c'est quand même très très intéressant parce que ça donne effectivement à cette lecture que vous faites de Lacan un tour très très singulier. Oui, je voudrais quand même remarquer que Lacan lui-même procède à une utilisation extrêmement étendue du matériau littéraire. Hein. C'est aussi, Freud a aussi ouvert la voie de ce côté-là, mais enfin, Lacan est quelqu'un qui, s'agissant de la poétique théâtrale, a étudié de très près le Balcon de Genet, la trilogie de Claudel, qui a donc Hamlet, qui a donc été dans une intériorité aux figures théâtrales, et pas seulement aux figures théâtrales de l'Antiquité grecque, pas seulement à Oedipe et à Antigone, mais beaucoup d'autres, qui a écrit aussi sur Goethe, ça se présente. Et alors, vous, avec les années, encore bien davantage, si je puis dire. La littérature est un arrière-plan très important de vos études, en particulier le ressort de la sublimation tel qu'il peut se détecter dans la procédure artistique donne lieu à des études extrêmement brillantes de votre part. Et je consonne aussi tout à fait avec l'intérêt que vous portez à Genet, sous différentes formes. Moi-même, j'ai également beaucoup eu à parler et à penser à partir de Jean Genet. Donc, c'est vrai que le matériau littéraire, c'est au fond aussi une sorte de disposition qui est en médiation possible entre nous.
qui est quelque chose qui est disponible pour la philosophie et qui est également disponible pour la psychanalyse, peut-être à des fins différentes, mais qui tout de même... Et alors, je suis très frappé de voir que Lacan a ajouté à cette disponibilité du littéraire entre la philosophie et la psychanalyse, il a ajouté quand même une disponibilité du mathème, à savoir de la logique, dont je disais tout à l'heure, parce que c'est quand même un des gestes les plus bouleversants, en tout cas pour moi, de Lacan, d'avoir procédé à des tentatives d'articulation extraordinairement précises de toute une série de configurations algébriques, logiques et topologiques, avec la construction ou la reconstruction des concepts de la psychanalyse. Bien qu'il a installé la psychanalyse, du point de vue en tout cas de sa théorie, de la reconstruction de ses concepts, en un certain sens exactement là où, dans ma propre trajectoire, j'installais la philosophie, à savoir dans un lieu qui se situe en quelque manière à distance égale de la région du langage la plus formalisée et la plus décollée de la langue usuelle, de la langue, à savoir les procédures logico-mathématiques, et de l'autre côté, de ce qui au contraire est le plus en intériorité, à la puissance profonde de la langue elle-même et de son rapport au réel, qui est le poème. J'ai toujours pensé que la langue philosophique oscille de façon permanente entre la tentation de la formalisation rigoureuse et la tentation du dire politique. Mais en définitive, il y a dans le mouvement par lequel Lacan a remanié les concepts de la psychanalyse, et à la lumière en définitive de l'éclaircie de la clinique, quelque chose du même ordre, puisque d'un côté, comme il le dit, le mathème est notre idéal, donc ce qui se laisse transmettre sans aucun reste, c'est la définition stricte du mathème, est notre idéal, et de l'autre côté, l'appui sur les constructions théâtrales, littéraires et politiques est également une ressource essentielle. Donc une deuxième figure de voisinage ou de complicité que cette position, en quelque sorte médiatrice de la psychanalyse et de la philosophie par rapport aux différentes ressources du langage. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais embrayer par exemple à partir du mathème. Vous insistez dans vos textes, au fond, sur deux statuts. Le statut du signifiant, qui est équivoque, qui est différentiel par définition. Et dans les imprécations de Camille, les trois Roms qui sont énoncés, eh bien chacun porte un poids différent par le fait même qu'il y en a un qui le précède ou un qui le suit. Et qu'on ne peut pas les réduire simplement à une inscription logique d'une répétition du même, alors que c'est le même mot, Rome. Et deuxièmement, l'exigence du mathème, pour reprendre le mot de Lacan, l'idéal, où vous insistez sur la littéralité mathématique, où la transmission se fait sans aucun reste. Et cette tension-là, que vous reprenez en insistant plutôt sur la dimension du mathème, ça change la définition du signifiant lui-même. Pour la cure, je ne permettrai jamais de parler à partir de la philosophie, mais à partir de la cure, c'est-à-dire au fond que la transmission du mathème, ça nécessite d'introduire un nouveau terme qui va être la lettre. La lettre au sens, au fond, on déconnecte un signifiant de ce à quoi il est articulé, donc il ne signifie plus rien, et il va se repérer, soit comme lettre prise dans une transmission, soit comme, et là il y a quelque chose de nouveau qui surgit, une trace ou une inscription dans le corps. Et là, c'est très important, parce que, qu'est-ce que vous en pensez ? Quand on vous lit sérieusement, comme cela est nécessaire, de par la rigueur que vous introduisez sur Lacan, on voit très bien comment, pour vous, le mathème, au fond, il est non seulement un idéal pour la psychanalyse, mais il constitue même un idéal, me semble-t-il, pour votre entreprise philosophique.
de voir comment il est possible de le construire et de le transmettre. Et vous construisez l'acte comme une tension entre le matin et la rencontre d'un corps avec le réel par le biais de l'angoisse. Et vous élevez l'affaire en disant il faut modérer l'angoisse, c'est-à-dire avoir au fond un effet clinique pour que justement le matin trouve sa puissance de transmission. Ça c'est très très intéressant, mais au fond, ce qui intéresse dans ces remarques-là, le clinicien, c'est que ça nécessite au fond de faire cette hypothèse que même lorsque le matin en tant que tel transmet son reste, il y a un reste. C'est le corps vivant, mais pas simplement. Parce qu'au fond, vous pouvez me dire, mais c'est quoi le corps vivant? C'est la question que pose Lacan. Qu'est-ce que c'est que la vie? On ne sait pas ce que c'est. Sinon que cela, réflexif, se jouit. Et au fond, le clinicien, il s'affronte d'emblée à ceci, c'est que nous sommes des êtres parlants, mais que de parler, à la fois ça mortifie le corps, ça le met sagement à sa place, le nom du Père est là pour bénir tout ça et faire croire à la fiction d'une vérité oedipienne. Parce qu'il faut qu'on avait ça dans la doctrine, y compris chez Freud. C'est que notre vérité, elle était incarnée au nom du Père. Le Père freudien, et la façon qu'a Lacan de le logiciser, mais c'est au nom du Père, c'est celui-là. Mais en même temps, en ceci qu'il parle, il y a des effets de mortification, ça produit des éléments incorporels, pour le dire à la manière des Grecs, mais aussi ça corporise, c'est-à-dire ça produit l'affect. Tous les passages de radiophonie, mais aussi de l'étourdi que vous commentez, Lacan insiste, la pulsion comme l'écho du langage dans le corps, ou bien le fait que ça produit des bouts de jouissance, c'est là où on n'a plus la totalité. C'est là où on perd l'universalisation que le Père peut ou pouvait incarner, y compris pour chaque sujet, dans sa fiction du sens sexuel. L'absent désigne le sexe, cette phrase que vous reprenez, que vous triturez pour lui faire produire des effets conceptuels, c'est que s'il se repère dans la cuir, que la parole, ça produit des effets de jouissance sur le corps. Et que l'enjeu du matin, bien sûr en tant que tel, par définition, comme vous dites, il est intégralement transmissible sans reste, mais que les restes, les petits tas si l'on veut, dont Lacan dit en 64, sont des équivalents de l'être, il dialogue aussi avec la philosophie, là. Mais des bouts, c'est plus une totalité. Effectivement, ce sont des plus de jouir dans le corps. Là il fait un pas entre 64, c'est l'objet topologique, c'est l'objet presque, c'est l'ontologie lacanienne à propos de la pulsion, alors qu'effectivement, la fin de son enseignement et du temps de l'étourdi et autres, c'est une positivité, c'est-à-dire c'est des bouts de jouissance, des cratères de jouissance, des points de jouissance, des factuels de jouissance. On peut multiplier les métaphores, l'essentiel, c'est de dire qu'il y a des bouts de réel qui, eux, quelle que soit la puissance du matin et sa transmissibilité par la littéralité, il n'en demeure pas moins qu'il reste ces bouts de jouissance et qui font, parce que vous en pensez, qui font que nous tenons dans la vie. C'est notre putain d'existence, pas au sens philosophique, qui fait que là, nous sommes encore vivants, ou pas. Et que, donc, à la fois l'exigence du matin et le fait que le matin demeure toujours comme un idéal, puisque le corps jouissant au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire les effets du signifiant qui affectent le corps, là, il demeure toujours, au fond, en se passant de l'autre. Le corps jouit tout seul. Et que quel que soit le matin, je parle de la cure, pas de la logique, je parle de la vie quotidienne, la vie intime, comme on dit, pas de la logique, même s'il y a cette exigence de logique, qui va contre, au fond, quoi. Voilà pourquoi le logicien, comme dit Lacan, est odieux au monde. Il est odieux au monde pour le philosophe parce qu'il va contre la doxa, et il est odieux à tout un chacun parce que tout un chacun essaye de produire une fiction pathétique où le père joue son rôle. C'est notre fiction, je n'y suis pour rien. C'est notre fonction de lâcheté et d'impuissance imaginaire. Mais que dès que vous avez la jouissance au fond, qui est une, qui est opaque, il y a des termes comme ça dans l'étourdi, qui est contiguë à elle-même, et qui n'est pas l'unité discrète du signifiant, et qui n'est pas l'unité discrète de la séance non plus. Là,
c'est à la fois cette tension qui fait la cure, mais qui fait aussi la vie de tout un chacun. L'exigence du matin, autrement c'est la lâcheté, qui pourrait être l'inversion du courage, ou c'est l'endormissement, ou c'est ne rien vouloir savoir, c'est le contraire de ce que vous appeliez au théâtre l'autre soir le réveil du travail, le courage du travail, etc. Mais il y a ce point, au fond, c'est énigmatique, mais qui se rencontre à chaque instant, c'est que le corps jouit, et par bout, et qu'on ne le saisit pas comme une totalité. Ça n'a rien à voir avec l'image du corps, ça n'a rien à voir avec le moment de la rencontre des corps, et qui souvent désespère les couples. Il y a peut-être ça qui, si peut-être vous interroge autant, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de rapport au sexe de tout un chacun. Oui, alors là, nous entrons dans une zone plus compliquée. Hein. Oui. Mais cruciale. Pour le faire, dont on parlait parfois. Exactement. Je voudrais dire ce que je retiens, en tout cas, de ce que vous dites, puisque je suis dans la fonction de la négociation maximale. Je n'ai pas d'objection du tout à l'idée que dans l'opération ou les opérations qui visent à une transmission intégrale, il y ait une part inéluctable de non-intégrale. C'est-à-dire que dans ma transposition généralisante, philosophique, ça se dira que l'effort de participation subjective à une procédure de vérité, parce que c'est ça que je vais dire, mais l'effort par lequel un individu essaie, dans les conséquences d'un événement partiellement traumatisant toujours, d'entrer dans la procédure de vérité qui va le subjectiver, et qui va l'arracher à sa restriction individuelle, cette opération qui est celle du courage possible par lequel un individu est susceptible de rencontrer un bout de réel et de devenir à ce titre un sujet, cette opération est en vérité toujours incomplète. Elle est toujours incomplète, ça c'est bien vrai. De ce point de vue-là, il faut se défaire de toute éthique de la perfection subjective. Il n'y a pas de perfection subjective. Il n'y a pas de perfection subjective, ce qui ne veut pas dire qu'il faille aussitôt entrer dans une philosophie de l'abjection inéluctable. Hein. Non, il n'y a pas de perfection subjective, mais néanmoins, la possibilité d'entrer dans une figure telle qu'une communauté subjective est suffisante pour que quelque chose d'universel s'y transmette est une possibilité réelle. Voilà. Donc, vous dites dans la cure, on aura affaire à ce que il y a des bouts de réel qui traînent. C'est comme les miettes sur la table. Il y a des fragments de jouissance piquetés sur le corps lui-même et qui font qu'il n'est pas vrai qu'on puisse résoudre tout cela ou le formaliser intégralement dans quelque chose qui demeurerait absolument sans reste. Ça, je l'accorderai dans mon registre propre, dans la manière dont je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il est vrai que si radical que puisse être l'incorporation d'un individu à une procédure de vérité, c'est-à-dire au mode propre dans lequel il s'engage dans une rencontre amoureuse ou dans une contemplation artistique ou dans l'écoute d'un poème ou dans un soulèvement politique ou dans la compréhension d'une
dispositions scientifiques, quelle que soit la radicalité avec laquelle il opère cela, ça n'est jamais une subjectivation intégrale. C'est-à-dire que quelque chose de la singularité pure de l'individu, qui jouera ici le rôle que vous faites jouer au corps, mais c'est le corps, en fait, toute la singularité matérielle, c'est le corps. Il y a quelque chose du corps qui est à la traîne, toujours. Et c'est pourquoi on ne peut pas demander, c'est ça, en un certain sens, à la fois l'obstacle et le péril, on ne peut pas demander aux individus d'être intégralement subjectivés. Parce qu'il y a toujours quelque chose de la chair individuelle qui fait reste dans la subjectivation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut jamais non plus avoir comme programme la dissolution des individus dans un collectif, leur résorption complète dans une procédure de vérité quelconque. Et si totalitarisme a un sens, ce serait celui-là. C'est pas tant l'organisation d'une prétendue totalité sociale, parce que si on regarde de près, il n'y en a pas. Par contre, c'est une exigence ou un impératif qui dirait répudier en vous sans reste l'égoïsme de l'individu pour vous absorber intégralement dans l'universalité du vrai. Et si on demande cela, on demande en réalité à un sujet de s'identifier à une figure de l'être pour la mort, parce qu'on lui demande d'être sans corps. Donc vous voyez, je pense que sur tout ça, la question qui demeure, me semble-t-il, mais dans notre dialogue, la question qui demeure, c'est alors comment de votre côté, puisque j'ai dit comment c'était du bien, comment de votre côté réfléchissez-vous, pensez-vous ce qu'est l'éthique de la cure? Parce que, au fond, ce que je viens de dire, c'est la conception que j'ai de l'éthique des vérités. Et alors, de l'éthique des vérités, c'est une subjectivation, et cette subjectivation, on admettra qu'elle ne peut pas être sans reste, et que par conséquent, le corps est toujours divisé dans l'existence, fût-elle la plus désintéressée, la plus dévouée, la plus créatrice, le corps est toujours divisé en ce que j'appelle, moi, le corps subjectivable, et puis son résidu, qui est le corps singulier, qui ne s'absorbe pas complètement dans la figure du corps subjectivable. Et alors, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en faites des bouts de corps subsistants, finalement, c'est-à-dire de la pulvérulence rebelle, finalement, à la transmission, et plus généralement, en vérité, c'est... Je vais vous poser une question, la question me semble tout à fait naïve, une question de quelqu'un qui, comme notre ami Florence, n'est ni analyste, ni analysant, ni analysé. Je ne pense pas qu'il soit propice à la philosophie de se faire analyser, ça c'est un autre point. Mais ça limiterait trop nos rêves. Mais je vais vous parler sur ce point précis, quelle est au fond, alors à ce moment-là, quelle est à ce moment-là l'éthique de la cure, c'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que vous pensez qu'on soit en droit d'en attendre? Au fond, on a la réponse freudienne, c'est-à-dire la réponse par le père et par l'assomption plus ou moins relative de l'épreuve de la castration. Mais c'est soumis à la logique du père. Et le fameux texte de Freud, analyse avec fin, analyse sans fin, ou analyse finie ou infinie ou indéfinie, etc., c'est quand même la démonstration que malgré tout, il restera toujours pour un homme, après être passé dans le bain de la cure analytique,
une soumission homosexuelle au père dûment pacifiée. Ça produit des effets cliniques et thérapeutiques indéniables. La pacification, simplement, ce n'est pas la thèse de Lacan. Oui, parce qu'on perd le père. On perd le père, mais vous-même vous y faites référence quand vous dites Lacan est un grand auteur qui parle du désordre, qui parle de quelque chose où au fond le père, ça devient simplement, ce qui est déjà beaucoup, un opérateur de la fiction édicienne. Et donc on va pluraliser le père. Alors, vous dites qu'est-ce que vous en faites? La position d'analyse, c'est pas qu'est-ce qu'il en fait, c'est qu'est-ce que chaque analysant en fait. D'accord, vous êtes d'accord. On conduit la cure, mais pas le patient. Et qu'au fond, les effets de la cure, c'est-à-dire qu'au fond, décorner cette jouissance cette jouissance opaque, qui ne se présente que sous forme de bout de jouissance, le corps affecté, ça ne fait pas totalité. On ne va pas le rassembler, au fond, sur le père pacificateur. Et c'est comme ça qu'on peut lire, me semble-t-il, la fin du séminaire 6 de Lacan qui vient de paraître. On trouve des phrases absolument incroyables et qui semblent aller contre ce qu'on croyait être la doxa de Lacan, à savoir que le désir, va contre le père. Il va contre toutes les formatages, et il dit même, on peut construire ainsi, je pense que ça va résonner avec votre façon d'utiliser ce concept, on va me dire que le père va contre tout procès d'universalisation et d'universel. C'est-à-dire, on casse ce sur quoi apparemment on avait fait tenir le désir. Et là où il y avait les fameuses phrases de Saint Paul dans l'épître aux Corinthiens sur la jonction du désir et de la loi, etc. Chose admirable, vous avez commenté. Au fond, là, on se dit, c'est bout. Alors je vais employer une expression un peu rudimentaire, un peu simple. C'est comment, au fond, par courage, par décision de ne pas céder, le patient va ou non bricoler avec ses restes, sans passer par les connecteurs que nous connaissions, et qui résonnent non seulement dans la cure, dans la vie, dans la doctrinalité, mais aussi dans la philosophie, le père, le moi, le surmoi, la loi, etc. Au fond, des inventions singulières qui permettent de voir comment, là, une invention a lieu. Parce que bien sûr, il faut insister sur la rencontre avec le réel et la transmission intégrale du matin. C'est sa définition et on n'a pas y touché, évidemment. On ne l'a pas relativisé. Je vous ai bien entendu tout à l'heure, je ne relativisais pas la définition du matin. Au contraire, j'annulerai sa définition. Mais, au fond, là, on a quelque chose de nouveau et que Lacan essaye de formaliser après les Tourtis. Dans le tout dernier enseignement de Lacan, comme le note votre compagnon du temps de l'école normale et des cahiers pour l'analyse, Jacques Alain Miller. C'est-à-dire, au fond, cette invention de nouveaux nouages, là où il ne passe plus par les signifiants formatés ou les signifiants patriarcaux, disons-le. Et là, qu'est-ce que c'est qui s'invente? Et est-ce que cette invention, modeste, limitée, au fond elle est intime à chacun, elle peut être transmise, c'est-à-dire on peut emporter le témoignage. Et là ça change la donne, parce que ce n'est plus une solution au nom du Père, ce n'est plus une solution au nom du normal ou de l'anormal, de même que vous avez insisté que la psychanalyse ce n'est pas une solution par le sens ou le non-sens, mais par l'absent. Et l'absent trouve à la fois le sens et le non-sens. Mais s'il y a l'absent, bien sûr, là vous y insistez, il y a la thèse lacanienne du « il n'y a pas », qu'il réduit Lacan en un mot valise, la thèse « n'y a ». D'accord? Mais ça laisse absolument vierge la question de savoir comment chacun, et chacun de nous est une exception. Ce n'est pas l'exception contre les autres, c'est chacun une exception. Et on pourrait même dire que la façon dont vous avez terminé votre
dialogue philosophique et littéraire en lisant La République avec vos thèmes, vous disiez pour chacun la philosophie. Et on voit bien que si elle est pour chacun, ça change même la définition. Vous êtes d'accord? Il va y avoir un usage singulier de chacun par rapport à cet amour généralisé de la totalité ou de la vérité, puisque vous la faites éclater dans la particularité de chacun. Donc c'est une exception où chacun est une exception. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va trouver comme connecteur, au fond, autant du « il n'y a pas ». Et ça ouvre des perspectives inouïes. C'est pour ça, mais alors, j'ai peut-être pas bien compris, quand vous insistez beaucoup dans votre texte en disant que Lacan ne répond pas à la question du que faire, alors que lui-même dit qu'il est quelque part, il est à Freud ce que Lénine était à Marx, qui a écrit le fameux que faire. Bon. Évidemment, je mettrai peut-être un bémol, ou alors je n'ai pas bien saisi la précision que vous vouliez apporter, c'est qu'il me semble que justement là, il nous porte à ce moment de l'invention et qu'il conceptualise dans son tout dernier enseignement, soit en parlant de signifiant nouveau, soit un nouveau réel. Alors, ça peut paraître surprenant, puisqu'au fond là, on avait une conception d'un réel qui se démontre comme certain, si on suit bien la logique des dits un par un, c'est la logique, ou bien alors c'était la rencontre traumatique, le réel qui fait boum venu du dehors. Et la tuquée de Lacan, le mot philosophe grec, qui viendrait démantibuler l'automaton, c'est-à-dire le réseau des signifiants. Eh bien là, c'est autre chose. On a quelque chose de nouveau, puisque ça, il va falloir l'inventer. Alors vous allez me dire, mais chacun peut-être l'inventer déjà. Oui, mais comme vous le dites aussi dans vos textes, il faut un lieu. Il faut qu'on construise le lieu pour savoir comment c'est possible. Autrement, nous ne serions pas sérieux dans la clinique. Nous ne pouvons pas construire ce que le patient va découvrir, mais nous avons à notre responsabilité de donner les coordonnées du lieu. Vous êtes d'accord? Absolument. C'est le lieu du que faire. Autrement, nous sommes à la limite des idéalistes et une façon de tirer la psychanalyse vers une psychologie que Lacan définit de façon hautaine et à juste titre. C'est la non-extraction du petit A de l'autre grand A. Définition imparable. Bon. Et donc là, on est dans le champ de l'invention d'un nouveau signifiant et d'un nouveau réel. Il n'est pas déjà là, il n'est pas simplement démontré, c'est qu'au moment même où il est démontré, il est construit comme nouveau avec des effets pour chacun. Pour chacun. En tant qu'il est corps vivant, parlant et jouissant. Donc je ne réponds pas vraiment concrètement à la question, mais je dis que ce lieu-là, il faut l'analyste pour que peut-être l'analysant puisse produire là. Il est à lui, mais quand même, il faut qu'il y ait le lieu. Je voudrais là aussi reprendre en les transposant ce que vous dites là, parce que ce qui me frappe, c'est que je pense moi-même, très profondément, que l'incorporation d'un individu dans une procédure de vérité, c'est-à-dire la possibilité pour chacun, de découvrir en lui-même une capacité qu'il ignorait. Ce qui peut se dire un réel nouveau. Ça peut se dire un réel nouveau, une capacité subjective que chacun découvre en lui-même alors qu'il ignorait qu'il en était capable, c'est ça, à mes yeux, l'expérience d'une incorporation subjective. Et je ne vois pas d'objection à l'appeler un réel nouveau ou un signifiant nouveau, les deux d'ailleurs. Mais ce que je crois, c'est que ceci peut se transposer en disant, oui, étant donné une vérité, une procédure de vérité, comme expérience collective, par exemple, cette expérience collective n'en est pas moins telle que pour s'y introduire, il faut faire avec la singularité absolue de ce qu'on est. Donc, en effet, pour s'intégrer à une exception collective, on n'a comme recours que l'exception que chacun est. Là, je suis tout à fait d'accord.
Le problème que vous n'avez pas complètement abordé dans ce que vous avez dit, c'est est-ce que cette incorporation de l'individu dans son devenir sujet, qui est bricolé à partir, en effet, des éléments de singularité qui le constituent comme individu vivant, on vous dirait avec les marques du corps, etc. Donc passer d'un langage à l'autre assez facilement, est-ce que cela accède à un moment donné à la possibilité d'être universellement transmissible? Ou est-ce que ça reste enclos dans le bricolage de la singularité? Parce que vous avez dit, peut-être qu'il y a là quelque chose qui est transmissible, mais vous n'avez pas poussé votre dialectique jusqu'à ce point. Et c'est d'une importance considérable, parce que, à mon sens, c'est sur ce point qu'entre en jeu ce qu'on pourrait appeler justement la fonction éducative du devenir sujet. C'est-à-dire ce que Lacan disait, les dialogues sur la justice et le courage, etc. Et la fonction éducative, au fond, il y a deux conceptions de l'engagement des sujets dans un procédure d'idée. Il y a celle que j'ai appelée tout à l'heure, pour épingler un mot à la mode totalitaire. Il y a celle qui pense qu'en réalité, c'est une procédure oblative. C'est-à-dire, c'est une procédure qui annule l'individualité, peut-être provisoirement, mais qui l'annule au profit précisément de l'universalité latente dans la procédure de vérité. Donc c'est l'idée qu'il y a, ce dont nous parlons depuis le début, c'est l'idée qu'il n'y a aucun reste. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une oblativité complète. L'exemple le plus courant, c'est l'amour conçu comme oblativité absolue, c'est-à-dire l'amour conçu comme résorption de soi dans l'autre et disparition de tout principe, de tout reste de la résistance individuelle à cette oblativité. Bon. Et c'est cette conception. La deuxième conception, c'est celle sur laquelle nous négocions là, c'est celle selon laquelle, oui, il y a la possibilité d'une universalisation, d'une participation et d'un devenir sujet qui va débarrasser le chacun de la pure angoisse de soi-même, enfin, et qui va l'ouvrir à quelque chose d'autre, qui peut être une dimension créatrice, sublimante, etc. Et reste la question de savoir si cette transformation, est elle-même susceptible d'une transmission. Parce qu'en réalité, s'il existe quelque chose comme l'éducation, ce dont on peut douter, Freud disait que éduquer c'était un impossible en réalité, hein, des choses, que c'était tout aussi impossible que la psychanalyse, quelque chose comme ça. Mais s'il existe quelque chose comme l'éducation, je pense que l'éducation c'est transmettre quelque chose de cette opération qui cependant comporte toujours des restes, qui est l'accès de la singularité individuelle absolue à quelque chose qui a une portée ou une signification universelle, c'est-à-dire de l'accès à la vérité pas toute. Mais on ne va pas passer de ce que la vérité est pas toute au renoncement absolu de toute procédure éducative en la matière. Ce serait un pas nihiliste exagéré. Hein. Donc nous sommes bien d'accord que l'entrée dans une vérité laisse un reste, et qu'il n'y a pas de dévouement sacrificiel absolu qui mortifierait le corps dans sa totalité. En tout cas, que c'est de l'ordre de la folie. Mais on ne va pas renoncer, cependant, me semble-t-il, au fait que les procédures par lesquelles l'individu ou le corps singulier ou le chacun, appelons-le comme nous voulons, arrive à s'intégrer ou à s'insérer dans un accès partiel à sa vérité, philosophiquement à une vérité
non pas en tant que totalité, mais en tant précisément qu'il en appréhende un fragment ou une séquence, c'est ça l'enjeu de l'éducation, être préparé à cela d'une manière ou d'une autre, ou pouvoir connaître certains exemples transmissibles de ce qui se passe à ce moment-là. Alors je me posais la question, est-ce que de ce point de vue-là, vous maintiendriez ce que je crois présent quand même dans Lacan, à savoir qu'il y a non pas du tout une mission éducative de la psychanalyse, mais un effet éducatif dans le champ général de la pensée et de la création, ce qui suppose quand même non seulement qu'il y ait ce que vous avez décrit, à savoir l'invention par chacun du bricolage par lequel, tout en laissant un reste, il va procéder à un accès nouveau au réel. Non seulement ça, mais une possibilité, quelle qu'elle soit, de transmission, peut-être non intégrale, pas nécessairement dans la forme absolue du baptême, mais de transmission de ce qui opère à ce moment-là. Et il me semble tout de même que la passe, c'était la description d'une possibilité de ce côté. Si vous permettez, Alain, et surtout vous, Hervé, parce que vous étiez censé répondre, si vous permettez, comme nous devions ponctuer, et là en fait notre première partie qui devait être courte est devenue très longue, et donc avec ma rigueur de poète, je vais vous proposer que vous gardiez votre réponse pour tout à l'heure. Nous allons demander à Marc Mercier de venir nous présenter le coupe-film de Pascal Lièvre qui s'appelle Lacan Dalida. Après quoi, vous répondrez à la question d'Alain, je vous poserai mes deux questions, nous présenterons ensuite l'éternel retour et il y aura des questions à la salle. Et donc la deuxième partie va être très courte, hein, et ponctuée par deux films, mais parce que sinon je crois que nous pourrions discuter, non pas infiniment, même si c'est, mais en tout cas très longtemps. Donc, Marc, donc voilà. Marc est donc le directeur des instants vidéo et avec qui nous avons fait organiser cette soirée. Nous t'écoutons.